Bernard-Henri Lévy est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Alors que se poursuit l'opération nécessaire mais risquée en Libye. Bonsoir, Bernard-Henri Lévy. Vous seriez l'autre ministre des Affaires étrangères. C'est Le Point où vous tenez chronique qui le dit cette semaine. Oui, mais c'est pas dans ma chronique, c'est sous la signature de Saïd Maran. Qui vous a suivi, qui raconte votre activisme à Benghazi, notamment vos coups de fil incessants avec l'Élysée. Incessant. Ah oui, vous souvent. avez lu incessant? Non, c'est moi qui le dis. Ah, oui, enfin, insistant. Hein. Insistant, oui. Voilà, donc, oui, l'insistance de la conviction et de la ferveur. Ça, c'est vrai. Un récit qui montre que votre comportement va bien au-delà de la diplomatie de Tréteau qu'on a pu vous reprocher. Oui, la diplomatie de Perron. J'avais même lu, c'était dans Le Monde. Oui, non, mon comportement, c'est celui d'un témoin engagé qui, lorsqu'il voit des choses qui lui sont insupportables et lorsqu'il a une conviction forte qu'il veut transmettre, utilise tous les moyens possibles. Alors, nous sommes ensemble, bien sûr, pour faire le point ce soir sur cette guerre. C'en est une. Hein. Dans un quart d'heure, Mathieu Croissando du Nouvel Observateur sera là, puis Perrine Tarnaud de Public Sénat pour des questions d'ordre politique, hein, le refus du Front républicain par Nicolas Sarkozy. On a envie de vous entendre également sur ce point. Et puis il y aura également des questions d'ordre plus personnel vous concernant, Bernard-Henri Lévy. Alain Juppé prédit une opération de courte durée en Libye. Est-ce que vous partagez son optimisme alors qu'on le voit sur le terrain? Les rebelles sont à la peine face à l'action de l'armée loyaliste à Kadhafi. Ils sont à la peine forcément, vous savez, une armée improvisée de ce genre, des gamins qui n'ont jamais connu la guerre, qui ne l'ont jamais faite, mal armés, mal équipés, etc. Évidemment qu'il faut du temps pour s'habituer à cette horreur qu'est la guerre et pour apprendre à la faire. Je crois néanmoins qu'en effet, le ministre Juppé a raison. Et que lorsqu'on aura cassé véritablement ce qui, me semble-t-il, est imminent, la force offensive de Kadhafi et de ses mercenaires, je pense que cette affaire touchera à sa fin. Oui. Mais vous ne pensez pas qu'il faudrait envisager une action au sol? On dit que les guerres se gagnent dans le corps à corps. Écoutez, il faudrait peut-être les envisager, mais pour l'instant, c'est pas possible. Non, attendez, non. Je dis, c'est pas possible, c'est pas envisageable, puisque ça n'est pas dans le mandat des Nations Unies. On n'est pas dans la guerre d'Irak, là. Hein. C'est une guerre du droit, entérinée par une résolution du Conseil de sécurité qui est très impérative. Donc il n'y a pas de soldats au sol, il n'y en aura pas, et il n'est pas souhaitable qu'il y en ait. Et à mon avis, ça ne sera pas nécessaire, surtout. Est-ce qu'il faut armer les insurgés? Vous dites qu'ils sont jeunes, effectivement, il y a beaucoup d'étudiants qui ont simplement dans les bras une Kalachnikov. Est-ce qu'il faut les armer? C'est très difficile à vous répondre. Dire qu'il faut armer des gens, c'est pour un amoureux de la paix. Ça n'est pas la logique. Attendez, c'est très difficile de dire ça. Oui. Mais néanmoins, évidemment qu'il faut le faire. Quand on a d'un côté des mercenaires payés des fortunes qui pour semer la guerre et semer la mort, et de l'autre côté ces gamins qui ont des pétoires ou des armes de fortune, bien sûr qu'il faut les armer. Le principe, il est simple, et Sarkozy l'a très bien dit aux émissaires du Conseil national de transition. Vous étiez là? J'étais là, donc je l'ai entendu. Il appartient au peuple libyen de faire sa révolution. La révolution française a été faite par les Français, la révolution libyenne sera faite par les Libyens. En revanche, si on peut vous aider, vous nous dites comment. Et les gens du CNT ont répondu, vous pouvez nous aider en bombardant les aéroports et en bombardant les chars de Kadhafi qui tirent à tir tendu sur les manifestants pacifiques. Et vous pouvez nous aider, en effet, en faisant en sorte que nos vaillants Chebab aient de quoi et les moyens de riposter à ces escadrons de la mort. Alors, même ceux qui soutiennent ce consensus international, qui est une grande première, effectivement, il y a certains qui évoquent le risque d'un cauchemar, un enlisement, une partition de la Libye, et même un maintien du colonel Kadhafi. Vous êtes donc optimiste, puisque vous penchez pour une guerre courte. Attendez, un cauchemar, la guerre est toujours un cauchemar. Un tankiste de Kadhafi pulvérisé dans son char par une frappe ciblée venue du ciel, c'est un cauchemar. Voilà. Et c'est pas parce qu'il est kadhafiste que c'est pas... Attendez. Un cauchemar qui pourrait durer. C'est pas parce que c'est un kadhafiste que c'est pas un cauchemar. Bien. Et il y en a 2 ou 3 par char détruits par les frappes. On a vu les images à 30 km de Benghazi. Donc c'est un cauchemar.
Cela étant dit, je ne crois pas que ce cauchemar durera, parce que je pense que l'armée de Kadhafi est beaucoup plus faible qu'on ne le pense. Et je ne crois pas donc à ce scénario de l'enlisement. Est-ce que vous pourriez imaginer demain, je ne sais pas, des négociations avec Kadhafi, puisque la résolution de l'ONU ne parle pas de lui? Tout est. Moi, vous savez, celui qui a déclaré la guerre, c'est pas Sarkozy ou Cameron, c'est Kadhafi. C'est Kadhafi qui fait la guerre. C'est Kadhafi qui fait la guerre à son peuple. C'est Kadhafi qui fait la guerre à la communauté internationale. Cette opération d'aujourd'hui, c'est une opération pour arrêter la guerre de Kadhafi. C'est ça l'objectif. Alors après, le reste, tous les moyens sont bons. Est-ce qu'il faut qu'il s'en aille chez Chavez? Est-ce qu'il faut qu'il se suicide dans son bunker? Est-ce qu'il faut... Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut négocier avec lui? Moi, je ne crois pas. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est le type même de personnage qui utiliserait la négociation comme une arme contre les gens qu'il a en face de lui. Et c'est quelqu'un qui, ne serait-ce que les cessez-le-feu qu'il a décrétés et qu'il a violé lui-même dans les quelques heures qui ont suivi. Donc, je ne crois pas qu'on puisse négocier. Mais enfin, je ne suis pas diplomate, je ne suis pas... Voilà. Mais je ne le pense pas. Ouais. Quant à la partition que vous évoquiez tout à l'heure, Cyrénaïque, Tripolitaine et Fezzan, je n'y crois pas non plus. Enfin, j'y crois pas. Je pense que le Conseil national de transition, qui est désormais, je vous le rappelle, l'autorité légitime représentative du peuple libyen, ce n'est pas des gens de la Cyrénaïque. Sur les 31 membres... Il y en a 10, peut-être 12 qui viennent de Cyrénaïque, et puis les autres viennent de toutes les autres régions et de toutes les autres tribus de Libye. Alors, vous les côtoyez souvent à Paris. Est-ce qu'on peut avoir toute confiance en eux? Ils n'ont pas la culture démocratique, ces gens-là? On peut avoir toute confiance en personne, dans cet ordre-là. Non mais, en diplomatie et dans l'ordre des affaires politiques. Toute confiance, non. Néanmoins, 1 milliard de fois plus confiance qu'en Kadhafi et en ses semblables. Culture démocratique. Est-ce que vous croyez que les gens qui sortaient du communisme en 1989, après la chute du mur, est-ce qu'ils avaient une telle culture démocratique? Pour certains, une culture très ancienne. Pour d'autres à peine, et pour d'autres encore pas du tout. Culture démocratique, elle vient assez vite quand même. L'invention démocratique, comme disait Claude Lefort, c'est quelque chose qui marche. Et comme moi, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de raison que ce soit plus difficile dans le monde arabe ou le monde arabo-musulman que dans le monde européen du centre ou de l'Est. Là encore, et l'optimisme, hein? Oui. C'est ce qui vous pousse à agir? C'est ce qui me pousse à agir, oui. Mais je vous dis, ce qui marche ici n'a aucune raison de ne pas marcher là. Après la chute du mur, je me rappelle, les gens étaient tétanisés, les réflexes démocratiques étaient pétrifiés, étaient ankylosés. Il y avait comme une ankylose des réflexes qui nous semblent les plus normaux à nous, en Europe de l'Ouest. Et puis ça s'est mis en route. Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas en Tunisie, en Égypte ou en Libye? On l'espère tous. Est-ce que vous êtes surpris de la rapidité avec laquelle le consensus international s'est fissuré, sinon brisé? Moi, moi, je vois les choses dans l'autre sens. Ce qui m'a non pas surpris, mais ce qui m'a semblé être une grande date, c'est le moment où la Ligue arabe s'est non seulement ralliée, mais a donné le coup d'envoi de cette demande d'intervention, de cet appel au secours international pour un peuple menacé. Autrement dit, le moment où la Ligue arabe s'est emparée de cette chose qu'on appelle en Europe depuis quelque temps, mais qui était considérée comme une spécialité européenne, qui est le devoir d'ingérence. Ça, c'est la grande nouvelle. Alors après, que ça se fissure, qu'il y ait un pas en arrière, un pas en avant, ça me semble secondaire par rapport à l'événement majeur, devoir d'ingérence adopté par la Ligue arabe et les États qui la constituent. Et dans ce cadre-là, est-ce que vous trouvez que c'est un risque de donner un rôle accru à l'OTAN? Ce sera le cas, contrairement à la volonté de la France d'ailleurs. Je pense qu'en effet, Sarkozy était plutôt sage lorsqu'il disait aux membres du Conseil national, et puis après dans d'autres instances et dans d'autres circonstances, qu'en effet, il trouvait que c'était une mauvaise idée. Je crois que l'OTAN, c'est pas la meilleure image qui soit dans cette région. Ça peut réveiller les réflexes anti-occidentaux. Et bien justement, je vais vous faire écouter une petite phrase. Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, qui a parlé il y a quelques jours de cette opération avec un mot qui lui vaut bien des critiques. Écoutez.
Aujourd'hui, tout le monde se rend bien compte que, heureusement, il était là, parce que le monde entier s'apprêtait à contempler à la télévision des massacres commis par le colonel Kadhafi. Heureusement, le président a pris la tête de la croisade pour mobiliser le Conseil de sécurité des Nations Unies, et puis également la Ligue arabe et l'Union africaine. Alors, Bernard-Henri, croisade. Ça, c'est un mot malheureux. C'est vraiment un mot malheureux, oui. Bah oui. Ben ça, c'est l'inconscient qui travaille, ça, c'est l'inconscient qui fonctionne. Les hommes, fussent-ils d'État et fussent-ils Place Beauvau, ont un inconscient, comme tout le monde. L'inconscient de Claude Léon s'est exprimé là, oui, bien sûr. L'inconscient qui dit quoi? L'inconscient qui dit un certain rapport entre l'Europe et le monde musulman. Voilà. Mais je crois que son inconscient se trompe. Il y a des inconscients qui ont raison, des inconscients qui se trompent. Là, c'est pas de ça qu'il s'agit. D'accord. Là, voilà, on a compris. Mais alors, est-ce que les chefs d'État qui, il y a quelques années, 2007, à Paris, quand Kadhafi a planté sa tente devant l'Élysée, est-ce qu'ils étaient guidés par leur inconscient? Quand il faisait, je vais reprendre votre expression sur Al Jazeera, quand il faisait des blowjobs, pour prendre le mot anglais, aux dirigeants arabes, des fellations. On peut même le dire en français. On peut aussi. Alors, à l'époque, quel contraste par rapport à aujourd'hui? Oui, mais les hommes ont le droit de changer, on a le droit de se tromper en 2007 et d'avoir raison en 2010, et heureusement que, là encore, les hommes, fussent-ils d'État, ne sont pas des robots. Alors, encore une question sur Moi, ce dossier international. j'ai été d'une sévérité extrême au moment de la visite de Kadhafi. Ça me rend d'autant plus libre de dire aujourd'hui que j'étais fier le jour où la France a pris l'initiative de cette opération, non pas de guerre, mais de guerre à la guerre et de défense des populations martyrisées. Civiles, mais il faudrait en mobiliser du monde aujourd'hui et les multiplier, les actions. Bernard-Henri Lévy, est-ce que la doctrine de l'ONU doit s'appliquer? Il y a urgence aussi, au Yémen, en Syrie, pour l'instant, il y a à Bahreïn, il n'y a pas de doctrine, en Côte d'Ivoire. Il y a une doctrine de l'ONU. Une doctrine internationale. Voilà. Et puis, il y a des mandats. Et aujourd'hui, l'urgence, elle est partout. L'urgence est partout. Il y a un mandat concernant la Libye. Il faut que ce mandat soit appliqué dans la lettre et dans l'esprit. Hélas, on ne peut pas faire tout à la fois. Le vrai problème, la politique, vous savez, c'est aussi l'exemplarité. Je pense que si la communauté internationale a réussi en Libye, cela fera réfléchir les massacreurs de Bahreïn ou les dictateurs de Syrie. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour l'instant, ils se lâchent. Ils se lâchent. On n'a pas encore réussi en Libye. Une partie de la communauté internationale a donné le spectacle de ses atermoiements. L'Allemagne a fait perdre un temps précieux par ses manœuvres dilatoires, etc. Moi, je vous prédis que si la communauté internationale va au bout du mandat qu'elle s'est donné en Libye, vous verrez que la donne sera changée et que le printemps arabe repartira. Allez, on en prend le pari ensemble, on est d'accord. Bernard-Henri Lévy, les droits de l'homiste de la rive gauche ont pu être critiqués sévèrement dans le passé par Nicolas Sarkozy lui-même. Absolument. Mais vous vous êtes donc trouvé ou retrouvé, je ne sais pas, sur le Calibien, entre vous et Nicolas Sarkozy. Assiste-t-on à un « je t'aime, moi non plus » reportage et enquête de Fabrice Cunet pour Public Sénat. Bernard-Henri Lévy ne s'en cache pas, son cœur a toujours été à gauche. En 2007, il a soutenu Ségolène Royal, malgré les appels du pied appuyé de Nicolas Sarkozy. Mais le philosophe revendique une certaine liberté, quitte à taper sur le PS comme sur l'Élysée. Cette affaire d'identité nationale, c'est une honte. C'est une honte, c'est un débat foireux, c'est un débat honteux, c'est un débat qui tire la France vers le bas. À l'image de la Libye, BHL s'est souvent engagé sur le terrain et a souvent mobilisé les politiques. Aujourd'hui, les mauvaises langues lui prêtent une trop grande proximité avec Nicolas Sarkozy. Et c'est quelqu'un qui surréagit, qui est un grand passionné qui ensuite rationalise les choses, qui a des emportements, des fureurs, des rejets, des haines, des passions. Et il utilise le personnel politique qui est à sa disposition. Et il le choisit selon l'utilité qu'il lui donne à un moment donné. C'est lui qui instrumentalise les politiques, ce n'est pas les politiques qui l'instrumentalisent. Problème, à trop vouloir instrumentaliser les politiques, BHL s'expose et s'est créé de nombreuses inimitiés dans la classe politique, à droite comme à gauche. On a cru l'affaire tranchée il y a 8 jours, quand un philosophe autoproclamé, s'appuyant sur les émotions suscitées par les images, annonça sur le perron de l'Élysée que la France reprenait à son compte le fameux droit d'ingérence
Et voilà BHL obligé de s'expliquer sur ses rapports avec l'Élysée, sur les plateaux. Bernard-Henri Lévy pourra toujours trouver du réconfort dans cette citation de Simone de Beauvoir. On ne peut rien écrire dans l'indifférence. Voilà, et ça vous fait rire, hein? Un chevènement me fait toujours rire. Oui. Ça fait 30 ans que ça dure, il me fait toujours rire. Bon, très bien, c'est important. Mathieu Croissando du Nouvel Observateur nous a rejoint pour aborder donc des questions plus politiques maintenant, hein, liées en tous les cas à la politique parce que la Libye, intérieure. c'est pas politique Plus politique Intérieure. française. Bon. BHL, Mathieu Croissando. Bien, bonsoir. Le Front National vient de réaliser le meilleur score de son histoire aux élections cantonales, 15,56%. Il fait plus de 20% dans 22 départements. Qu'est-ce que ça raconte du pays dans lequel on vit pour vous? Ça raconte une histoire terrifiante. J'ai appelé ça autrefois, il y a presque 30 ans, l'idéologie française, et c'est-à-dire la rémanence d'un fascisme français qui a eu autrefois le visage du pétainisme et qui a aujourd'hui le visage du lepénisme. Le Pen, en effet, fait aujourd'hui 20%. Ça veut dire que Marine Le Pen est la fille de son père, pour vous, ou est-ce que le Front National s'est débarrassé de ces oripeaux qui le rendaient infréquentable, comme le disent parfois certains à l'UMP? De quels oripeaux? Le Front National n'a pas changé d'un iota. C'est le même Front National, c'est les mêmes militants, c'est les mêmes cadres, et c'est la même idéologie. Ce ne sont pas les mêmes électeurs, parce qu'aujourd'hui, ils sont décomplexés. Et là, c'est pas les mêmes. C'est ce que j'allais dire. Le seul problème, c'est que c'est pas les mêmes électeurs. Mais le Front National, en tant que tel, la grande supercherie serait de nous faire croire qu'en passant d'un prénom à l'autre, Le Pen aurait changé, comme dans une espèce de tour de passe-passe. Le discours, lui aussi, a un petit peu changé. Il y a des mots qui sont employés aujourd'hui par Marine Le Pen qui n'étaient pas employés par son père. Il y a des références à l'État, il y a des références à la protection sociale. Ça s'appelle dans la nouvelle langue d'aujourd'hui, ça s'appelle les éléments de langage. Hein. Elle a des communicants différents du Le Pen précédent qui lui recommandent des éléments de langage légèrement différents. Mais le fond du discours et pas les éléments, le discours lui-même n'a pas changé, c'est le même. Et les questions qu'elle pose, il y a une époque où Laurent Fabius avait dit cette phrase qui lui avait un peu coûté par la suite, le Front National pose les bonnes questions, il donne les mauvaises réponses. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas pour vous, quand elle interroge la modélisation, l'angoisse qui saisit les Français avec la désindustrialisation, les frontières, tout ça? Non, je ne crois pas que ce soit... Vous savez, les questions politiques, c'est pas seulement... c'est aussi la manière dont on les pose. La manière dont on pose la question fait partie de la question. Et je pense que la manière dont les Le Pen posent les questions n'est pas bonne. Induit, c'est comme dans les sondages. On le sait bien. La façon dont on pose une question au sondé sollicite la réponse. C'est pareil avec le langage politique. Donc je crois qu'il faut au contraire... tenir ferme sur cette idée, qui me semble exacte, que les questions du Front National sont de mauvaises questions. Et c'est pour ça que les réponses sont aussi mauvaises. La droite qui refuse le traditionnel Front républicain, est-ce que pour vous une digue à lâcher? Une digue à lâcher, et c'est surtout suicidaire. C'est suicidaire, c'est vraiment là. S'ils veulent... c'est intéressant d'ailleurs la volonté de perdre souvent dans les familles politiques. Là, on sent très nettement une très intéressante volonté de perdre dans la droite républicaine. Parce que ça, c'est la stratégie garantie. Ce refus du Front républicain, donc en clair, cette façon de dire que PS et Front National, c'est la même chose. C'est la meilleure manière de se marginaliser et de faire monter Marine Le Pen. Et vous aurez un deuxième tour. Si vraiment il persiste dans cette stratégie-là, je vous avoue que j'ai moins suivi tout ça que la Libye, mais enfin j'ai quand même des réflexes. Donc si ça continue comme ça, vous aurez un deuxième tour Strauss-Kahn, Marine Le Pen. Mais c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui veut perdre? Écoutez, oui. Si c'est lui qui a donné ce cap-là, c'est que c'est lui qui veut perdre, mais c'est tout à fait... Est-ce que c'est pour vous une faute politique, une faute morale, de la part du chef de l'État, que vous encensez par ailleurs sur le dossier libyen, mais sur cette question-là? Que j'encense pas sur le dossier libyen. Je dis que... il a bien joué son rôle. Acte courageux, et j'ai dit que j'ai été le jour de la reconnaissance du Conseil national de transition, j'étais fier de mon pays. Bon, est-ce que là, il commet une faute morale pour vous? Bien sûr. Une très grave faute politique, oui, bien sûr. Morale? Oui, parce que... Alors, en plus, là où c'est très compliqué, c'est que je crois qu'il est insoupçonnable sur ces histoires-là.
Front National, il a ses états de service sur la question sont impeccables. Donc là, je dirais que c'est une faute politique qui a des allures de faute morale. Parce que c'est théorisé, c'est pas une simple posture. Jean-François Copé explique par exemple que si on fait le Front républicain, eh ben, ça revient à dire qu'en gros UMP et PS c'est l'UMPS et donc donner crédit à ce que dénonce Marine Le Pen. Mais ça, c'est reprendre exactement l'argumentaire. Alors, je ne savais pas, encore une fois, je suis vraiment dans la Libye, mais si je... Et dans la Libye, hein, bon, si vraiment Copé dit ça, ça veut dire qu'il reprend mot pour mot la rhétorique du Front National. S'ils en sont à dire ça, que prôner le Front républicain, ce serait fabriquer une sorte d'establishment UMPS dont le Front National serait la seule alternative, c'est la proposition centrale du Front National depuis 30 ans. Alors ça, c'est la posture de la droite, avec parfois qui fait un peu une course à l'échalote avec le Front National, et en face la gauche est dans l'indignation et le traditionnel ou sempiternel appel au rassemblement. Est-ce que ça vous paraît judicieux, suffisant, et sinon, comment on combat aujourd'hui le Front National? Moi, je crois, contrairement à ce qu'on entend souvent dire, je pense que on a, je vais peut-être vous surprendre, mais je crois qu'on a gagné contre le premier Le Pen. C'est-à-dire que les modalités du refus du lepénisme depuis 30 ans ont plutôt endigué le phénomène, je le pense. Il faut adapter maintenant le discours, c'est une autre stratégie, c'est une autre tactique, c'est d'autres analyses probablement qu'il faut opposer au Le Pen nouvelle manière, au Le Pen apparemment light, pour moi pas light du tout, qui est incarné par Le Pen la jeune. Est-ce que la gauche doit imaginer des alliances avec une partie du centre ou du centre droit, si la droite demain explose avec cette ligne de fracture très nette vis-à-vis du Front National? Faut-il imaginer une redistribution du jeu politique? Bien sûr, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, à l'époque de la précédente présidentielle, j'étais persuadé que s'il y avait eu cette alliance entre les Bérouistes et Ségolène Royal, elle l'aurait emporté. Et c'est la pusillanimité des uns, peut-être la maladresse des autres qui fait que ça ne s'est pas produit. Mais évidemment que c'est ça la solution. Une alliance entre les centristes et la gauche, dépassant les partis, en particulier le Parti socialiste. La droite donc qui accepterait les accords avec le Front National, s'il y a une évolution de Marine Le Pen à la Gianfranco Fini, par exemple. On n'en est pas là. Pour l'instant, le Front National reste le Front National. On n'a pas le temps de le démontrer ici, mais je me réserve de le faire ailleurs. On peut prendre, mais sérieusement, on peut prendre le discours du FN point par point et vous verrez qu'il n'a guère varié dans les dernières années. Mathieu. Claude Guéant qui déclare la semaine dernière « Les Français, à force d'immigration incontrôlée, ont parfois le sentiment de ne plus être chez eux ». Est-ce qu'il est ministre de la République, ministre de l'Intérieur? Est-ce que vous pensez que le gouvernement actuel a une responsabilité dans la montée du Front National? On se souvient du débat sur l'identité nationale il y a un an, du problème des Roms l'été dernier. Est-ce qu'ils ont une responsabilité dans la montée? Oui, bien sûr qu'ils ont une responsabilité. Et c'est même navrant parce que c'est tellement sot et tellement maladroit. L'idée est au contraire de leur couper l'herbe sous le pied. Or, on sait, c'est un théorème de la science politique contemporaine, que c'est précisément en tentant de leur couper l'herbe sous le pied qu'on bénit leurs valeurs, qu'on les rend acceptables et qu'on les fait monter. Et on a beau répéter ça, alors ça a marché du temps de Jean-Marie Le Pen. La droite républicaine a fini par comprendre que c'était à elle qu'incombait la responsabilité de faire barrage et que faire barrage, c'était de ne pas tomber dans le piège et c'était de mettre une barrière étanche entre ses valeurs et les leurs. Et apparemment, il faut tout réexpliquer maintenant. Parce qu'en même temps, en 2007, on se souvient que l'Élysée, Nicolas Sarkozy, qui n'était pas encore à l'Élysée, appliquait ce qu'on appelait la ligne Buisson, qui était siphonner le Front National en tenant un discours musclé. C'est exactement pour ça que je n'ai pas voté pour lui. Si c'est à moi que vous posez la question, je vous réponds. C'est une des 2 ou 3 raisons qui font que je ne pouvais pas voter pour lui. Parce que je ne suis pas pour siphonner les voix du Front National et je ne suis pas pour la ligne Buisson. Voilà. Moi, je suis pour que la droite républicaine affirme ses valeurs, qu'elle soit fidèle à sa tradition, la tradition du gaulliste, la tradition centriste européenne. Il y a une grandeur tout de même dans cette droite libérale française. C'est pas ma famille, mais elle a joué son rôle historique dans la construction de la France moderne, dans la construction de l'Europe, et de l'avoir abdiqué en se ralliant à la ligne Buisson, oui. Ça a quelque chose de pathétique et de navrant. On dit qu'il y a les 2 options à l'Élysée. La ligne, effectivement, Patrick Buisson. L'autre, celle que vous vous exposez. Ici, Bernard-Henri Lévy, peut-être incarné par Henri Guénaud. Vous n'avez pas envie de reprendre votre téléphone portable pour appeler directement le chef de l'État sur son mobile, pour lui en parler? Écoutez, là pour l'instant, je voudrais vraiment
Je voudrais vraiment qu'on obtienne le départ de Kadhafi. Il reste 1 an après pour s'occuper de la présidentielle et des alliances des uns et des autres. Si on passe de l'autre côté de l'échiquier, côté gauche, vous avez écrit, enfin déclaré dans une interview célèbre au JDD à l'été 2009 que le PS va mourir. Non, il est mort, personne ou presque n'ose le dire, mais tout le monde le sait. Ah oui. Voilà. Et dans quel état se trouve le cadavre aujourd'hui ? Bah, écoutez, j'ai pas changé d'analyse. Divisé par des querelles de personnes, inaudible dans ces... Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, à propos de la Libye, j'ai sur une radio, à France Inter, j'ai déploré le silence assourdissant du Parti socialiste. Bien. J'ai reçu un appel d'un ami membre du Parti socialiste qui m'a démontré que c'était pas vrai. Que le PS, au contraire, s'était exprimé très tôt sur la Libye, avait été le premier à réclamer la no-fly zone et avait été impeccable sur cette question. Le problème, c'est qu'il est inaudible. Personne ne l'a entendu. Pourquoi ? Parce qu'il y a autre chose qui fait plus de bruit. Et ce qui fait plus de bruit, c'est leurs histoires de boutiques. C'est les questions de candidats, les querelles de personnes, les courants, etc. Alors quand vous avez le bruit de la politique politicienne qui recouvre le bon bruit des bonnes réponses apportées aux vraies questions de fond, ça veut dire que quelque chose ne marche pas dans l'histoire. Vous nous dites que le Parti socialiste n'est pas là en mesure de gouverner, par exemple. C'est même pire que ça. Je pense qu'il est... Pire. Oui, non, mais c'est pas seulement en mesure de gouverner. C'est que je crois malheureusement qu'il est... je vous dis inaudible, voilà un dossier très important, la question libyenne, sur lequel il est inaudible. Sur le Front National, je ne suis pas sûr qu'il soit beaucoup plus audible. Alors j'espère que ça changera le jour où Dominique Strauss-Kahn se déclarera J'attendais qu'on enfin. prononce son nom. Le docteur de Washington qui va revenir et ressusciter le cadavre, alors. En tout cas, ressusciter le cadavre, je ne sais pas. Mais en tout cas, mettre un terme à ce psychodrame et à ces querelles d'ambition qui ne sont pas à la hauteur des enjeux et dont il me semble, moi, que les Français ont un peu ras-le-bol quand même. Le Parti socialiste s'est lancé dans une grande opération, les primaires, pour faire voter tous les électeurs de gauche, leur faire désigner leur candidat, le candidat socialiste. Aujourd'hui, on s'aperçoit que Dominique Strauss-Kahn domine assez largement les sondages. Est-ce que ces primaires sont toujours nécessaires à vos yeux ? Oui. Moi, bien sûr que c'est nécessaire. Oui. Moi, j'étais un partisan des primaires avant, je le suis encore aujourd'hui. Et si Strauss-Kahn les gagne justement, les dominant très largement, ça lui donnera une dynamique extraordinaire pour affronter l'élection et pour battre Sarkozy. Merci Mathieu Croissando. Dernière page de cette édition, Bernard-Henri Lévy avec Perrine Tarnaud de Public Sénat qui va nous rejoindre. Mais juste après, ce regard posé sur vous par Tam Tranui, l'occasion de prêter l'oreille à vos détracteurs. Eh oui, ils sont si nombreux. Mais oui, on sait. On les a oubliés. Pourquoi se moquer de Bernard-Henri Lévy est-il un sport national ? Pourquoi le moindre de ces écarts de langage, ces entartages successifs, ces erreurs de citation réjouissent donc tout le monde. Bref, pourquoi aime-t-on tant le détester ? Peut-être parce qu'il en fait un petit peu trop. Et du coup, la caricature est immédiate. Celle du philosophe à la chemise ouverte, les cheveux dans le vent, l'aventurier de Saint-Germain traînant son costume jusqu'aux zones de conflits armés. Bref, l'homme qui, à force de faire tout, ne peut rien faire bien. Essayiste, reporter, conseiller politique ou encore cinéaste, et toujours people, un mélange des genres qui agace, une schizophrénie professionnelle que déjà en 1988, il revendiquait. Moi j'ai le goût des identités multiples et d'une certaine manière contradictoires. Contradictoire, le mot est lâché, car BHL ne s'embarrasse pas avec les règles de ses différents métiers et ses professions sont souvent incompatibles. L'impartialité du journaliste, très peu pour lui. Les secrets de la diplomatie, lui, les révèle sur les plateaux télé. Voilà de quoi faire hurler les corporations et dérouter. Je suis pas sûr qu'il faille dire comme ça en 3 phrases voilà ma cohérence, voilà ma vérité. Et pourtant, Bernard-Henri Lévy n'a rien inventé. Le penseur super-héros du XXIe siècle n'est jamais que l'héritier de l'intellectuel engagé. Mais voilà, du temps de Jean-Paul Sartre, Saint-Germain était le paradis de l'avant-garde, des peintres et des artistes, alors que le 6e arrondissement version BHL est aujourd'hui le microcosme doré de tout le beau monde médiatique. Et voilà, et c'est Perrine Tarnaud qui nous a rejoints. Bonsoir. Bonsoir. Alors face à ce torrent de critiques, comment vous résistez à la mitraille ? Ah bah pas trop mal, comme vous voyez, peut-être. Je ne sais pas trop mal. Vous avez une formule ? Jamais touché ?
Jamais touché, ignifugé. Ignifugé? Ignifugé, résistant au feu, oui. En tout cas, jamais coulé. Et en tout cas, jamais coulé. Mais comment vous expliquez ce rejet dont parfois vous faites l'objet? Mais je le sens pas, moi, le rejet. Bizarrement. J'ai des adversaires, bien sûr, mais je... Vous vous nourrissez de cette adversité? Non, je pas non plus. Non, je suis pas masochiste, non. Mais je sens... Est-ce que vous la nourrissez vous-même parfois par des erreurs? Ah oui, bien sûr. Par exemple. Des Celles que vous regrettez approximations. récemment. Les erreurs, parfois d'aller trop vite, d'être trop impatient, voilà, de des confondre les noms propres aussi, parfois, dans certaines chroniques. Confondre les noms propres. Le jour où j'ai confondu Tadei le footballeur. oui, voilà, ça, je l'ai beaucoup Bernard regretté. Cassan et Pierre Cassan, oui. Voilà, oui, voilà, oui, bien Trop sûr. vite, donc c'est la Trop rapidité. vite, trop vite, oui, une chronique hebdomadaire. Il m'arrive de la faire en... en Peu de 2 temps. heures, en 1 heure, en 1 heure et demie, voilà. Est-ce que c'est aussi une omniprésence médiatique qui explique ces critiques? Mais ça dépend. Moi, je suis pas omniprésent. Je suis présent. Alors vraiment, là, sincèrement, quand j'ai l'impression que c'est utile, d'avoir quelque chose à dire. Sinon, je décline. Mais franchement. je parle de votre présence sur les plateaux de télé Oui, ou dans les radios, etc., devant les micros, mais il y a aussi votre présence au Conseil de surveillance du Monde, comme actionnaire de Libération, Arte, votre chronique dans Le Point, ça aussi c'est une omniprésence. Hein. Mais comme ça, oui. Mais enfin, est-ce que... Oui, mais c'est une omniprésence. Qu'est-ce que je vous dis? C'est une puissance. Non, c'est pas une... Oui, peut-être, mais c'est surtout un... Une puissance qui peut déranger, non? C'est surtout un mandat, je veux dire. Vous savez... Dans cette Europe en décomposition, mise à mal encore récemment avec l'histoire de l'abstention allemande au Conseil de sécurité, il m'arrive de penser que les 18 ans que j'ai passés à la présidence du Conseil de surveillance d'Arte, c'était bien. On a fabriqué de l'Europe au quotidien, on a tricoté de l'Europe concrète avec Jérôme Clément, avec Daniel Toscan-du-Plantier et avec nos partenaires allemands. C'est pas juste de la puissance, c'est que je crois que c'est vraiment utile de faire Arte. Libération ou Le Monde, moi je crois que c'est très important qu'une presse quotidienne survive libre, insolente, d'opposition, qu'elle survive indépendante des grandes puissances financières, et si je peux y contribuer. Y a-t-il un journal où vous n'avez pas vos entrées? Mes entrées, c'est quoi mes entrées? Qu'est-ce que c'est avoir 16 entrées? Je veux dire, c'est y jouer un rôle plus ou moins actif. Bien sûr. Oui. Il joue un rôle plus ou moins actif, tous les journaux. Le seul journal où je joue un tout petit rôle, et encore, c'est Le Monde, puisque je viens d'entrer au Conseil de surveillance. On a en tout cas l'impression que Bernard-Henri Lévy, que vous prenez un certain plaisir à prendre position sur des sujets qui ne sont pas consensuels. Ben oui, parce que si c'est pour répéter ce que la pensée mécanique pense déjà, c'est pas la peine. Bien sûr, ça n'a d'intérêt de prendre position, c'est-à-dire de penser, que si on pense ce que la pensée automatique ne pense pas. Et le goût des identités aussi multiples, on vous entendait à l'instant dans ce reportage. Il y a 30 ans, là. Ouais, il y a 30 ans. Oui, je pense la même chose. Oui. Vous êtes toujours sur la même ligne. Ouais, c'est une véritable volonté de ne vous ranger dans aucune case? C'est pas une volonté, c'est un... Là, vous me gênez, là, mais j'aime pas... Mais non, c'est un mode d'être. C'est pas une volonté, c'est ma manière à moi d'éprouver ma liberté. Je me sens très... Enfin, j'aime l'idée d'être libre, j'aimerais que tout le monde le soit. Et moi, en tout cas, je le suis. Et être libre, ça veut dire en particulier ça. Ça veut dire comment dire ça? Ça veut dire décider soi-même de son propre calendrier, quand on le peut, hein, de ses propres champs d'intervention et de la modalité de son propre discours. Pour un écrivain, c'est ça. Aussi pour ça, de la gourmandise. Il faudra de l'appétit, oui, mais j'en ai. Je crois que j'en ai. Pour des choses très diverses. Oui, vous êtes philosophe, vous avez été cinéaste à un moment, essayiste, romancier, journaliste. Et je regrette rien de tout ça. Je ne regrette rien de tout ça. Mais vous n'avez jamais travaillé sur les questions sociales en France. Est-ce que finalement vous vous engagez pour la misère du Darfour, par exemple, pour la Bosnie, mais la misère, là, en bas, au coin de la rue, à Paris ou ailleurs en France, ça vous intéresse pas, ça vous révolte pas? Attendez, je n'ai pas envie de me défendre, mais... Non, c'est une question que je me posais. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand j'ai contribué à fonder SOS Racisme il y a 25 ans, il s'agissait bien du social, et du social dans sa forme la plus brûlante et la plus scandaleuse, qui sont les banlieues. Quand je suis intervenu, c'était
pas vous répéter, mais c'est un service, mais dans le Grand Cadavre à la renverse, il y a un énorme chapitre sur ce qu'on avait appelé l'explosion des banlieues en novembre 2005. J'ai dit des choses c'est le social. Pour moi, c'était pas des barbares, c'était une modalité du politique contemporain. La société et l'État étaient au moins aussi responsables que les gamins, que les incendiaires des banlieues. Voilà, bien sûr que ça me passionne. Et puis ainsi de suite, je veux dire, ça je sais que c'est une... L'état social aujourd'hui de la France ne vous donne pas envie de vous réengager sur ces questions-là, aujourd'hui ? On parlait tout à l'heure notamment du Front National, de la progression des extrêmes en politique. Oui, bien sûr que quand je vois les gens qui tombent dans le panneau de cette espèce de soi-disant métamorphose du Front National, bien sûr que ça me donne envie d'intervenir sur ce sujet et de dire ma vérité. Donc je le ferai. Mais même la question sociale, encore une fois, je ne vais pas m'étendre, mais si on a envie de penser que je m'intéresse plus au Darfour qu'à la misère en France, on peut le penser. Et c'est pas vrai. Est-ce que toutes ces casquettes, donc la question sociale que vous revendiquez également ce soir, sont compatibles avec le fait demain d'être incarné au cinéma Bernard-Henri Lévy par une rockstar, Bob Geldof, dans l'adaptation du film du livre de votre fille, de Justine Lévy. Est-ce que c'est compatible ? Oui, je crois. Compatible, ça sûrement, oui. Voilà, est-ce que... Oui, puis en plus, honnêtement, j'y suis pas pour grand-chose. Oui. Là. On n'a pas été consulté sur le casting pour jouer votre personnage dans la vraie vie, j'ai une fille, dans ce film. Donc là. Non, ma fille est une merveilleuse romancière. C'est une... Voilà, l'auteur de Mauvaise Fille, mais c'est pas une mauvaise fille. Et donc elle me fiche la paix. Elle écrit ses romans, elle s'occupe là de l'adaptation du dernier. Et ça se fait heureusement tout à fait en dehors de moi. C'est bien comme ça. En relisant les différents portraits qui ont été écrits sur vous, vous ne parlez jamais de votre enfance. Il n'y a rien à en dire ? Non, si, il y a sûrement à en dire, mais moi je crois que les hommes, enfin les femmes ou les hommes naissent plusieurs fois dans la même vie. Et votre seconde naissance à vous, alors elle se situerait à quel moment ? Il y a 2-3 naissances dans une vie, oui, pour chacun d'entre nous. Oui. Ma naissance importante, celle dont je me sens aujourd'hui contemporain, celle dans la vibration de laquelle je fonctionne aujourd'hui, c'est pas moi, c'est pas celle qui entame mon enfance. Elle vient après. À quelle occasion, quoi ? Comment ? Par exemple, on parlait de la Libye tout à l'heure. Par exemple, mon départ au Bangladesh en 1971, ça, je considère que c'est pour moi un vrai acte de naissance qui me semble plus significatif. Comment vous dire ? C'est comme des... c'est là où votre engagement est né ? Premier conflit couvert, finalement. Oui, non, mais c'est de quoi est-ce qu'on est vraiment contemporain ? Voilà, c'est comme dans la vie, c'est comme de quoi on est contemporain. Moi, je me sens contemporain de l'homme que j'étais. Je me sens un peu le même lorsque je pars pour le Bangladesh en novembre 1971. Oui, 71. Je ne me sens pas contemporain du lycéen que j'étais au lycée Pasteur de Neuilly en 1960 quelque chose. Je me sens pas départ pour Benghazi, c'est aussi une naissance ? Non, ça c'est dans la longue séquence qui commence dans l'épisode que je viens d'évoquer. Donc quel intérêt de parler d'un autre ? On est plusieurs dans une vie, puis il y en a... C'est un autre totalement différent, c'est une continuité quand même, une construction. Je crois pas, justement. Alors ça c'est un débat philosophique, il faudrait qu'on l'ait plus longuement et ailleurs, mais je crois justement qu'il y a bien sûr qu'il y a de la continuité, mais je pense que dans une existence, la discontinuité l'emporte sur la continuité. Justement. Alors malgré cette naissance si ancienne quand même, le Bangladesh, vous le racontez, pourquoi est-ce que vous n'avez pas plus de fans aujourd'hui au Quai d'Orsay ? Est-ce que vous espérez en avoir gagné au cours de la séquence récente ? Non. Bien sûr que non. Pourquoi ? Alors comment ? Mais attendez, on ne peut pas dire... moi je serais le Quai d'Orsay, je ne serais pas fan de Bernard-Henri Lévy. Donc vous comprenez Alain Juppé ? Mais bien sûr. Mais bien sûr, je l'ai compris. Mais chacun... Vous n'avez pas dû dire, Alain, essaye de me comprendre ? Mais non, parce que chacun est dans son rôle. Je vais pas réveiller les vieilles querelles. Mais enfin, les positions que j'ai prises sur la Bosnie et les positions que le Quai d'Orsay, d'ailleurs sous Alain Juppé, prenait au même moment. Ce que j'ai dit sur cette fameuse opération turquoise au Rwanda, dont le Quai d'Orsay se targue encore aujourd'hui, et dont je pense que c'était surtout une manière d'exfiltrer les assassins hutus. On est dans deux logiques complètement différentes. Alors,
Est-ce que vous avez pu servir d'instrument pour marginaliser un peu Alain Juppé qui venait d'être promu par Nicolas Sarkozy? Non, mais je vous pose la question. J'en sais, j'en sais rien. Ouais. Deux, je m'en moque, mais éperdument. Mais est-ce qu'un jour vous aimeriez jouer un rôle de façon un peu plus officielle sur un dossier? Je pense par exemple au Proche-Orient. La situation, il y a eu un attentat aujourd'hui en Israël. À nouveau, les tirs de roquettes reprennent. Vous n'aimeriez pas jouer un rôle un peu plus officiel sur ce dossier du Proche-Orient qui n'avance pas? Alors, c'est peut-être le seul sujet sur lequel, en effet, oui, si l'occasion se présentait, si j'avais le sentiment de pouvoir servir à ça, parce que ça, c'est vrai que ça fait 40 ans que je fais partie de ceux qui vivent hantés par cette affaire. Solidarité de principe essentielle et inconditionnelle pour Israël, dans mon cas, et puis en même temps, sentiment que l'État palestinien est non seulement inévitable, mais juste. Bien, donc je fais partie des très nombreux Français qui sont écartelés entre cette double injonction. Si en effet j'avais le sentiment un jour de pouvoir servir à rassembler ces deux fils distordus, peut-être je le ferais. Mais je ne suis pas sûr que je serais bon. Non, parce qu'il faudrait parler avec la partie adverse, le Hamas, et pour l'instant, vous l'avez toujours refusé. Non, le Hamas, oui. Alors, je ne crois pas... Enfin, mais voilà, c'est là où je suis peut-être mauvais. C'est que je ne crois pas qu'on résoudra le problème israélo-palestinien en parlant avec le Hamas. Je crois qu'on le résoudra en marginalisant le Hamas. En tout cas, pour l'instant, c'est un échec de l'administration Obama. C'est pas un échec, on ne sait pas. Vous savez, la messe n'est pas dite. Le mérite d'Obama, en tout cas, est d'avoir pris le problème à bras-le-corps dès le premier jour de son premier mandat, sans attendre, au lieu d'attendre comme les autres le dernier jour du deuxième mandat. Oui, mais entre-temps, il ne s'est pas passé grand-chose. Merci Perrine, puisque vous lisez essentiellement ce qui s'écrit en ce moment sur la Libye, Bernard-Henri Lévy. Votre réaction quand vous avez lu ou entendu les commentaires de Roland Dumas sur Kadhafi, qui lui trouve tellement de charme, il est si imprévisible, si original. Vous avez lu ça dans la bouche de l'ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand? Je ne veux pas tirer sur une ambulance, mais je trouve ça moche. Je trouve ça un peu répugnant. Mais c'est comme sa visite à Gbagbo avec Vergès. Il y avait quelque chose là de pathétique et d'un peu ubuesque. Voilà, c'est triste qu'il en soit là. Voilà. Un des compagnons de François Mitterrand. Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous. Bonsoir.